Bonjour Claire, bonjour à tous. Eh bien, bonjour Coralie, bonjour à tous. C'est un plaisir de te retrouver. Mais pour moi aussi, c'est toujours une grande joie. Et bonsoir à FIFA. Et ce Et soir, avec un thème qui est particulièrement cher à mon cœur, parce que pour moi, c'est un peu la clé de voûte de la paix intérieure, de la connaissance de soi. Donc, on va voir tout ça ensemble. Mais avant, je ne sais pas, j'ai pas vu du coup s'il y avait des questions, si vous avez des questions par rapport à la liberté, au libre arbitre que vous souhaitez envoyer dans le chat, c'est le moment. Et puis tout au long de notre entretien également, évidemment. Et même s'il y a un petit décalage pour qu'on puisse avoir vos questions plus ou moins en temps réel. Et je suis contente d'en parler avec toi, Claire, parce que je ne l'ai jamais regardé, ce libre arbitre, d'un point de vue astro. Mhm. Et toi, tu as plein de choses à nous partager là-dessus. Mais avant ça, je voulais voir si tu avais quelque chose à nous dire par rapport à la météo astrologique d'aujourd'hui, par exemple, et de cette semaine-là, de ces temps qui sont un petit peu difficiles, voire chaotiques pour Alors, ouais, beaucoup. j'ai fait le thème pour ce soir aussi, donc ce qui va répondre à ta question en bonne partie. Donc, on est dans une période, on a Mars qui est encore dans le signe du cancer, donc ça nous demande de faire tout un travail d'orientation plutôt vers l'intérieur que vers l'extérieur. On peut être quand même passablement sollicité par la famille, par exemple, mais surtout tout notre monde intérieur, et il y a pas mal de remous. Et grosse transformation aussi, parce qu'il y a une opposition à Pluton. Donc, tout ce qui émerge en ce moment, et le conseil qu'on pourrait donner par rapport à ça, c'est de le regarder et de ne pas s'identifier à ce qui ressort. Mais principalement, ça nous demande d'aller à l'intérieur de nous et de faire le travail plutôt là-dedans que de le prendre par l'extérieur. Parce que tout le travail qu'on fait maintenant, à l'intérieur de nous, c'est quelque chose qu'on n'aura plus besoin de faire par la suite. Vraiment, le focus, c'est à l'intérieur et de renforcer son centre-cœur, ou temple intérieur, peu importe comment on appelle ça, c'est le plus important. Et puis, Est-ce que tu peux donner un exemple de quand toi tu dis aller à l'intérieur, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est être à l'écoute de soi, tant au niveau de ses sensations, de ses émotions, de son inspiration, de faire le calme, ou qu'est-ce que tu entends par là? alors, il y a plusieurs degrés par rapport à ça. Mais déjà, le simple fait d'être, ce que tu viens de dire, attentive à les sensations que j'ai, les émotions, sans s'identifier à elles, juste dire, ah tiens, là, il y a de la colère, l'autre, elle m'agace, etc. Je ne me sens pas bien. Qu'est-ce qui fait que je ne me sens pas bien? Mais sans se prendre la tête, c'est juste observer, en fait. Et puis, après, pour les personnes qui ont l'habitude de méditer, ça peut être d'aller s'intérioriser, hein, méditation, pour essayer de le comprendre dans quelque chose de beaucoup plus subtil. On peut demander des images symboliques qui représentent ce à quoi on se heurte. Bon, des fois, on sait de quoi il s'agit, mais d'autres fois, en demandant des images symboliques, on peut aller couche après couche pour voir un petit peu au-delà de ce qui est apparent. Et ça permet de retrouver cette connexion à soi-même dans une sorte de détachement. Parce qu'en fait, ce qui est aussi demandé en même temps, c'est une crise intérieure pour s'individualiser. Donc, c'est vraiment un bon moment. Et la période d'été, enfin, d'été qui vient, on n'y est encore pas, c'est une bonne période pour mettre la lumière par rapport à où je suis, par rapport à qui suis-je. Oui, Mais là, c'est comme si on fait le déménagement avant, enfin les grands affonds avant. C'est les affonds le nettoyage, ouais. Ou faire le point qui consiste aussi à trier. Quand on va déménager, on est obligé de faire le tri sur ce qu'on a, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que j'utilise plus, etc. C'est un peu la même chose. Et alors, tu as déjà parlé du processus d'individuation, individuation, c'est ça? Oui, bon, Jung dit individuation, d'autres Voilà. disent individualisation, mais c'est égal, on parle de la même chose. Est-ce que tu peux redire en 2 mots ce que c'est? Parce que c'était dans une des premières vidéos, je crois, qu'on a faites ensemble. Oui, en fait, ça consiste voilà, à la base, on est né dans une famille et dans une culture, une société.
Dans cette famille, il y a des habitudes, des croyances, des règlements, enfin une façon de fonctionner, des schémas, on va dire ça comme ça, mais dans la culture, qui est aussi influencée par la culture dans laquelle on est né, hein, c'est pas la même chose si la langue a de l'importance, parce que on développe la pensée sur le langage. Mhm. Le langage précède la pensée. Et si on parle anglais ou français ou chinois, etc., la pensée se forme différemment. Bon, ça, c'est le premier stade collectif, tout le monde passe par là. Mais à un moment donné, par rapport à tout ça, vers la trentaine, c'est important de commencer à faire le tri en se disant, mais est-ce que je suis d'accord avec telle croyance, telle habitude qu'on a dans ma famille ou dans ma culture, le remettre en question. Et il ne s'agit pas de se bagarrer avec, il s'agit juste de choisir ce qui a de l'importance pour soi. Changement, et on choisit, mais ces choix peuvent évoluer dans le temps aussi. Donc c'est vraiment laisser émerger qui on est à travers une espèce de patte collective, d'émerger de cette patte, en fait. Et tu avais dit que dans le thème astral, en général, ça se passe autour de 28-30 ans, où on a cette aspiration à faire des choix de vie, par rapport à la famille, à son métier, à ses valeurs. À partir de 28 ans, 28-30 ans, c'est une période de questionnement. Idéalement, on devrait le vivre comme ça. La vie nous sollicite en nous disant, pose-toi des questions sur ce que tu as vécu jusqu'à présent, la valeur que tu y accordes. Donc, il y a tout un travail qui se fait, mais ça, c'est un travail qu'on fait pendant une trentaine d'années, hein, grosso modo. Donc, jusque vers 60 ans, et 60 ans après, c'est encore autre chose. On va rester que sur l'individualisation, c'est déjà suffisant. Donc, il y a tout ce travail, c'est comme défricher le terreau dans lequel on est né, et puis retourner la terre, amener les engrais qui sont nécessaires, mais ça, c'est un travail de la pensée, tout ça. On s'individualise par la pensée. Et d'ailleurs, il n'y a que la pensée qui permet de nous décoller de l'identification aux émotions, aux sentiments, etc. On peut être en colère sans ressentir qu'on est cette colère, on peut éprouver de la jalousie, on n'est pas cette jalousie. Voilà, ça demande de faire ce travail de la pensée qui permet de prendre du recul. C'est ce que tu dirais pas plutôt de la conscience, parce que le fait de pouvoir l'observer, d'en être conscient, c'est ce qui permet de s'en détacher. Oui, c'est la même chose en fait. Oui. Tu utilises la pensée pour la conscience, justement, pour ce décollement. Ok. Non, parce que par pensée, moi, j'associe ça au mental, donc c'est-à-dire rester enfermé dans le mental pour moi. Oui, alors c'est important les définitions. Je distingue le mental de la pensée. Le mental, c'est le petit hamster qui tourne en boucle. Voilà. La pensée, il y a le côté noble de la pensée qui est la capacité de penser. C'est quand même l'être humain, une de ses grandes capacités qui fait sa noblesse, c'est la capacité de penser, justement. Mais rien à voir avec le mental. Hein. D'accord. Ok. Et alors, donc, oui, pour moi, cette période, elle est vraiment encore comme si c'était un nettoyage, un éclairage de la lumière qui s'intensifie. Et du coup, on voit la moindre poussière sous la commode est mise en lumière. C'est ça. C'est pas très agréable. Je n'ai pas d'autre choix que de faire le ménage, quoi. Voilà. Donc, je tiens à rassurer nos auditeurs parce qu'en ce moment, voilà, tout est mis en lumière et donc, il ne faut pas dramatiser. Je veux dire, la perfection n'est pas de ce monde. Hein. C'est juste de voir les choses, d'en prendre note et puis là où on peut passer la pâte à poussière, on va le faire. Quoi. Il y a d'autres choses, c'est peut-être pas le moment, mais au moins de l'avoir vu et de ne pas s'identifier à ça, c'est le plus important. Et tu parlais de Mars en Cancer, c'est ça? Ou l'inverse, je ne sais plus. Mais... Et ça veut dire que, est-ce que ça impacte tout le monde ou ça impacte que certaines personnes selon là où se trouve leur maison dans leur thème? Alors, ça impacte tout le monde, mais c'est évident que pour quelqu'un qui est cancer ou ascendant cancer ou qui a des planètes en cancer, ça va l'impacter différemment. Il n'y a pas que Mars, il y a aussi Vénus, mais ils sont très loin l'un de l'autre. Donc, il y a Mars qui demande de faire ce travail intérieur et en même temps, il y a Vénus qui demande de retrouver la douceur du cœur. Vénus en cancer, c'est un côté très doux, très cocon. Alors, c'est un peu paradoxal parce qu'il y en a une, Vénus, qui dit aller dans la douceur, puis il y a Mars qui dit ouais, mais attends, il faut faire le ménage avant d'aller dans la douceur. Donc, il faut arriver à concilier les deux parce qu'ils sont dans le même signe. Ouais. Donc, c'est vrai que si tu as des planètes en cancer, c'est sûr que tu vas le sentir plus, ou l'ascendant, ou une autre planète importante, tu vas le sentir plus que d'autres personnes. Ouais, d'accord.
Ok, ok. Alors, euh, si vous voulez nous dire aussi comment elle est cette période pour vous, vous pouvez le dire dans le chat. Et puis, bah, revenons à notre sujet du jour, le libre arbitre. Pardon. Et là aussi, j'aimerais avoir ton regard astro. Oui. Pardon. Je t'en prie. Alors, en fait, par rapport à l'astrologie, alors, évidemment, chacun a sa manière de voir ce que c'est que l'incarnation. Donc, le point de vue que j'ai donné, que je vais donner là maintenant, c'est évidemment le mien. On peut ne pas partager la même vision des choses, mais je trouve intéressant de le percevoir de cette manière-là. Un thème astral, le thème de naissance, reflète en fait pas l'avenir, mais le passé. Ça paraît un petit peu étrange. Mais en fait, il reflète tous les bagages avec lesquels on s'incarne, les personnes qu'on va rencontrer dans les grandes lignes, les événements qu'on va aussi vivre durant notre vie. Et tout ça, il y a quelque chose qui est alors du passé, c'est ce qu'on ramène, mais en même temps, il y a quand même, puisque le thème natal, c'est une photographie du ciel à l'instant de la naissance. Mais évidemment, les planètes ne sont pas arrêtées, hop là, en gardant la pause, elles ont continué à bouger. Et le thème s'actualise sans cesse parce que les planètes continuent leur balai, on va dire ça comme ça, et vont venir réveiller des points sensibles dans le thème natal qu'on a. Donc, ça représente le passé, mais en même temps, il y a une actualisation qui se produit sans cesse. Et dans les grandes lignes, il y a des événements, des rencontres qui sont prévues. Donc, on se dit, ah ouais, mais alors, il est où le libre arbitre dans ce cas-là? Voilà. Bonne question. Vraiment le choix. Alors, le libre arbitre, il est dans la réponse qu'on va donner. Et de cette réponse, ça peut changer, en fait, le type d'événement qu'on va vivre par la suite ou d'autres personnes qu'on va rencontrer. Alors je reviens avec l'individualisation, plus on essaie de savoir qui on est, de prendre racine en nous-mêmes finalement, plutôt que dans la culture ou dans la famille, et plus on va avoir cette capacité de répondre à notre façon, en fonction de nos valeurs, moins il sera nécessaire d'avoir des événements pour amener des prises de conscience. Ou du moins, les événements vont être la conséquence de cette capacité de comprendre sa vie, d'être consciente en fait, d'être consciente. Donc, le libre arbitre, c'est vraiment la réponse qu'on va avoir aux événements qui arrivent dans notre vie. Maintenant, il est clair qu'entre le moment de la naissance et le moment du décès, on va dire ça comme ça, il y a plusieurs chemins qui sont possibles en fonction de notre réponse. Mais en principe, on est censé quand même arriver à un certain but. Ça, c'est quelque chose qu'on voit dans le thème avec ce qu'on appelle l'axe des nœuds lunaires. C'est-à-dire d'où on vient et où on va. Et évidemment, c'est enrichi par toutes les positions planétaires. Donc, le libre arbitre existe, mais c'est plus une réponse à ce qu'on vit que la liberté de faire tout et n'importe quoi. Encore qu'on peut dévier aussi, bien sûr. Oui. Disons que ce qu'on voit au travers d'un thème astral, c'est que tout est écrit. En tout cas, les grands rendez-vous sont écrits. Oui, pas tout, non, parce que sinon... En fonction des choix justement que l'on va faire en cours de route, voilà. Ça modifie la trajectoire, mais que le but reste le même. C'est-à-dire qu'on va tous les chemins mènent à Rome. D'une certaine manière, on peut considérer qu'avant de s'incarner, on se dit, voilà, dans ma prochaine existence, je veux être écrivain et je veux être écrivain parce que j'aimerais aller au fond de ce que c'est que les relations humaines et j'ai envie de témoigner de la beauté des relations humaines. Mais comme dans mes vies antérieures, ce n'était pas si évident mes relations, je choisis d'avoir un papa avec qui je me suis disputée, je sais pas, ça peut être un frère, un ennemi dans une vie antérieure, puis on va essayer de régler notre truc. Je vais essayer, moi, de comprendre qui il est, au-delà de ce qui peut m'horripiler. Et en fait, on se propose des défis. Puis, évidemment, une fois qu'on est là, on a oublié. Donc, le plus difficile, c'est de prendre la responsabilité, finalement, pas de ce que les autres font, mais de ce qu'on fait de ce que les autres font dans notre vie. C'est ça la grande différence. Et le libre arbitre et la liberté, on la trouve justement dans cette capacité à prendre la responsabilité que quoi qu'il m'arrive, j'en suis responsable. Pas de ce que fait l'autre, mais je suis responsable de ce que je fais, de ce qui m'est arrivé. Je ne suis pas obligée de rester une victime, j'ai le droit d'être créative, même avec le négatif.
Donc, en fait, c'est nous-mêmes qui planifions dans les grandes lignes ce qu'on veut vivre. Et puis, après, on teste si on est capable de relever le challenge qu'on s'est soi-même donné. Ouais. Si on Donc, le voit, à l'intérieur de chaque thème, il y a des épreuves, des défis et des opportunités pour tout le monde. C'est ça. Et en fait, ça me faisait penser à quoi? Oui, qu'on vient tous, même si on ne s'en rappelle plus, on vient tous revivre certaines choses qui n'ont pas été vécues en pleine conscience ou qui n'ont pas été vécues avec facilité ou avec amour. Tout ce qui a pas été, enfin tout ce qui a été douloureux ou vient être rejoué dans une des vies qui suit. Mais on revient aussi avec les qualités qu'on a cultivées et qu'on a engrangées pour les partager. Donc, on vient à la fois apprendre des choses, réparer, parfois guérir et partager ce que l'on est et qu'on a déjà pu reconnaître en quelque sorte. Ça, c'est pour tout le monde pareil. Oui. Enfin, à mon sens, c'est pour tout le monde pareil. Donc, mais j'insiste par rapport au fait que c'est nous-mêmes qui choisissons la vie qu'on veut. On est victime. On veut mener les relations qu'on aura, les événements qui arriveront. Et déjà, le fait de le voir comme ça, on se sent différent avec sa vie. Puis, il ne faut pas oublier non plus que pendant qu'on est incarné, il y a cette histoire du libre arbitre, mais on est aussi guidé depuis l'autre côté. C'est-à-dire que si on s'écarte trop de ce qu'on avait choisi, la vie nous remet dedans, gentiment ou pas. Mais et c'est bien, parce que si on avait une totale liberté, comme on n'a pas cette vision spirituelle consciente comme on a quand on est de l'autre côté, peut-être que nos vies, elles partiraient dans tous les sens. Donc, il y a une certaine latitude, mais le but, enfin, tout va être fait pour qu'on aille vraiment vers notre but. La vie est bonne, la vie est généreuse. Et je vais parler de mon expérience par rapport au libre arbitre. Pour moi, ça a été toujours difficile de faire des choix dans ma vie parce que j'ai un ressenti qui est très fort, c'est-à-dire que je peux être en train d'apprendre quelque chose, justement en train de revivre quelque chose, et en même temps, c'est comme si je le pressentais. Tu vois, je suis à la fois au cœur de l'expérience, et en même temps, je peux pas dire une vision, mais un ressenti, un pressenti qui me donne, qui me prévient qu'il y a quelque chose qui est en train de se jouer, quoi. Et avec le temps, je laisse les choses se manifester pour pouvoir avoir cette vision d'ensemble. C'est-à-dire, j'accepte de vivre l'expérience, même si c'est pas forcément agréable, confortable, etc. Parce que je cherche à voir qu'est-ce que je suis en train d'apprendre pour pas être sous l'emprise et pouvoir faire les bons choix, en fait. C'est tout. Et tu vois ce que je veux dire? C'est dans ce sens où pour moi le choix est difficile parce que c'est jamais tout noir ou tout blanc et que je sais que s'il y a un défi, c'est que je suis en train d'apprendre quelque chose. Et du coup, difficulté à faire un choix et plus envie d'observer les tenants, les aboutissants pour faire le meilleur choix. En fait, ça n'existe pas un mauvais choix. C'est juste, quel que soit le choix, il y a des conséquences. Au choix A, des conséquences, au choix B, des conséquences. Donc, en soi, si on s'enlève ce truc, cette pression qu'on se met en se disant « mais mon Dieu, si je fais le mauvais choix », mais non, c'est une illusion, le mauvais choix. Ça aide déjà quand même à prendre la vie comme elle vient. Parce que si on fait ce qu'on appellerait après coup un mauvais choix, on aura appris des choses. Que si on a fait tout de suite le entre guillemets bon choix, on serait passé à côté. Donc, voilà, pour moi, ça me semble le plus important. Mais tu vois, tu as dit, tu ressens que quand tu fais des expériences, tu es consciente de ça. Avec ce côté intuitif aussi, tu vas le vivre différemment. C'est-à-dire que tu vas faire ton choix. Mais comme il y a l'intuition derrière, j'ai l'impression que c'est moins lourd que s'il y a cette urgence avec le mental derrière qui exige de faire un choix. Donc, oui, c'est un choix dans un tout. Ouais. Et puis maintenant, j'ai appris aussi à rester maintenant, quoi.
Et parce que quand il y a choix, quand il y a urgence, quand il y a problème, c'est parce que je me projette. Quand le choix pose problème, c'est que je suis pas maintenant, en fait. Et il n'y a que quand je peux rester ici et maintenant que j'ai cet éclairage, justement, de l'intuition qui est très précis, en fait. Mais pour ça, il faut que je me calme et que je puisse rester bien centrée. Et évidemment, je vis comme tout le monde des défis où, quelque part, il faut vivre le truc pour pouvoir en voir tous les aspects et me positionner derrière. Donc, une forme de choix. Cette nécessité d'être centré, quand tu es centré, consciente de ce qui se passe, tu es dans le processus d'individualisation, tu es en relation avec ton je suis, en fait. Et alors justement, du point de vue des spiritualistes plus ou des gens qui parlent justement de non-dualité, etc., très souvent, ils disent qu'il n'y a plus de libre arbitre parce qu'ils sont un petit peu comme... ils se soumettent à la volonté de je suis, de Dieu, de la vie avec un V majuscule, de la source, enfin, tu vois. Et donc, de ce point de vue-là, on peut dire qu'il n'y a plus de choix, ou qu'il n'y a pas de choix. Est-ce que tu comprends ce point de vue-là? Bah, je le prendrais dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu incarnes ton je suis, tu n'as pas d'autre désir que ce que désire ton je suis, puisque tu es ton je suis. Enfin, donc la liberté, c'est plus le libre arbitre, c'est une liberté totale. Tu ne peux pas être quelqu'un d'autre que ton je suis. Et la nature du je suis, c'est la joie, l'amour et la lumière, liberté. Donc, oui, mais est-ce qu'à ce moment-là, ça veut dire, est-ce qu'un pommier est malheureux parce qu'il n'a pas la liberté d'être un poirier ou un bananier? C'est un bon exemple. Ouais. Donc, en fait, quand tu deviens ton je suis, il n'y a plus libre arbitre, mais parce que tu deviens qui tu es. Tu n'as pas envie d'être autre chose. Tu es ton essence, en fait. Oui, mais tant que ce processus d'individuation n'est pas fait, on est dans une société de comparaison où on convoite ce qu'on n'a pas, ce qui est mieux ailleurs, ce que l'autre est, etc. Bah, donc, ça, c'est tout le domaine de l'ego. Hein, c'est aussi grâce à ça qu'on peut s'individualiser. C'est parce qu'on n'est pas bien, on aimerait quelque chose qu'on n'obtient pas, on se sent frustré, on va peut-être faire des efforts pour essayer de l'obtenir. Puis, à force de fonctionner comme ça, il y a un moment donné où on va lâcher prise par rapport à ça. Puis, on va prendre conscience que c'est peut-être complètement superficiel, qu'on n'en a pas vraiment besoin. Et c'est ces efforts-là qu'on fait qui peuvent nous renforcer aussi. Alors, je t'entends dire lâcher prise et c'est quelque chose que moi j'utilise beaucoup. J'aime bien l'expression aussi là de se foutre la paix. Mais est-ce que finalement c'est ce qu'on appelle le libre arbitre ou le choix, c'est pas simplement des prises de conscience, une somme de prises de conscience qui fait que naturellement tu arrives à lâcher et que tu changes complètement de perspective sur le truc. Et pour reprendre ton image du pommier, bah, quand la pomme elle est mûre, elle tombe, elle est mûre, quoi, toute seule. C'est une question de fluidité aussi et puis de non-jugement. C'est-à-dire qu'il y a des moments dans la vie où, je m'excuse de le dire comme ça, tu fais de la merde, et d'autres moments où tu fais des trucs super, quoi. Et en fait, c'est de ne pas juger même les moments où ça ne va pas, où tu considères que ça ne va pas du tout ce que tu as pu faire, parce que ça fait partie de cette expérience d'incarnation. Alors évidemment, si tu fais délibérément du mal, c'est un petit peu plus embêtant, mais on ne peut pas être parfait. Donc, c'est aussi d'accepter toutes ces imperfections-là qui font partie de ce qu'on est. Et si on prend l'exemple du pommier ou du poirier, il y a des années où il n'y a quasiment pas de fleurs, quasiment pas de fruits. On ne va pas blâmer le pommier pour autant. Tu vois, c'est cette capacité d'accepter la vie avec ce qui est agréable et ce qui est désagréable. Et d'aimer même ce qui est désagréable, d'accepter que ce soit comme ça en tout cas. Oui, de juste accepter des événements désagréables, des relations qui se passent mal, qui s'enveniment, des situations qu'on ne contrôle pas, etc. Parce que surtout, plus tu essayes tu dis, ah mais ça ne va pas, il faut que j'améliore les choses, plus tu renforces ça, le truc qui ne va pas. Alors, si tu l'acceptes
tel qu'il est en disant bah, moi je me sens complètement impuissante, je ne sais pas quoi faire avec ça, et que tu vis ta souffrance parce qu'il y a de la souffrance derrière, ça lâche à un moment donné. C'est pas non plus de la passivité. Pardon ? C'est pas de la passivité ou du laisser-aller, du j'en-foutisme. C'est de l'acceptation profonde, c'est-à-dire la reconnaissance que tu peux pas le changer et que le seul choix que tu as finalement, c'est de l'accepter. Parce que tant que tu ne l'acceptes pas, comme tu dis, tu résistes et donc tu crées de la tension. Tu l'acceptes et tu le traverses en fait. L'acceptation permet de le traverser. Parce que ce n'est pas quelque chose qui va durer éternellement. Ça peut durer un certain temps, mais quand on accepte, on peut le traverser. Quand on a peur, quand on ressent de la jalousie, ça ne sert à rien d'essayer de donner le change, puis de se mentir à soi-même, et puis d'essayer, ah ben pour compenser, je vais faire telle bonne action. Alors, on n'est pas chez les scouts. Enfin, en tout cas, moi, ce n'est pas la vie, pas la vision que j'ai de la vie. C'est plus ce côté, là, sur ce coup-là, ce n'était pas terrible, ok, j'en prends note, je me sens responsable, y compris des conséquences que ça a pu avoir. Et je tiens ça avec moi. Je ne sais pas comment dire ça. C'est comme porter, c'est porter sa responsabilité. C'est vraiment ça. Mais ça nous rend créateurs parce qu'on n'est pas en train de blâmer ni l'extérieur ni les autres. Et ça fait partie de l'élément individualisation qui est que quoi qu'il arrive, je me sens responsable de ce que je ressens et de ce que je fais de ce qui est arrivé. Donc, c'est petit à petit à devenir son propre guide. Oui. Ouais. On a un là dans notre cœur. Mais... Et des fois, on se plante. Ben voilà, c'est pas grave, on se plante. Oui. Le chemin, il y a des embûches, des chutes, on se relève. Et ça aussi, au niveau de la pensée et de la culture, aux États-Unis, ils ont cette culture de l'échec. Ça les gêne pas du tout, quoi. Ah, je me suis trompée, ok, je recommence, je fais autrement. Alors qu'en Europe et en particulier en France, on a beaucoup plus de problèmes d'orgueil par rapport à ça, au fait de se tromper, d'échouer, c'est tout de suite la condamnation, quoi. En France ou ici, je pense en Europe, faire faillite, c'est honteux. Voilà. Aux États-Unis, ça fait partie du jeu. Ok, tu as essayé, pas pu, tu recommences. Il n'y a pas ce jugement moral, en fait. Ouais. C'est intéressant. D'où l'intérêt aussi de voyager, mais au sens d'aller vivre dans d'autres cultures, parce que moi, j'ai adoré ces expériences-là. Découvrir d'autres façons de penser, d'autres modes de vie, j'ai vraiment, ça m'a beaucoup enrichi. Bonsoir Françoise, qui te remercie, Claire. Et alors, moi, je voulais te poser la question dont on avait aussi parlé quand justement tu te places de la perspective de la réalisation de qui tu es, où tu vois que d'une certaine façon, il n'y a pas de libre arbitre. On a quand même des choix à faire à chaque instant de notre vie. Et il y a toujours quelqu'un qui dit, oui, mais si tu choisis, par exemple, d'enlever la vie à quelqu'un, c'est quelque chose dont tu as le choix, ou de faire du mal à quelqu'un de ton entourage, ou pas de ton entourage d'ailleurs. Est-ce que d'un point de vue astro, on a le choix de vivre des choses aussi intenses? Oui, parce que pour certaines personnes, quand tu nies le libre arbitre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un devient un assassin. C'est une croyance en Inde, par exemple. Et il n'y a pas de jugement par rapport à ça. Donc voilà, son karma, comme il dirait en Inde, c'était d'être un assassin. Pour un occidental, et de mon point de vue, je pense que, en fait, tu choisis ta vie, tu as des défis, et le but, ce n'était pas d'assassiner quelqu'un, c'était justement de maîtriser tes passions ou tes pulsions. Et là, tu as juste échoué. Échoué, mais bon, enfin, tu peux réparer ça par la suite, puisqu'on a toujours cette opportunité-là. Donc, il n'y a pas cette prédestination. Ce serait cruel, sinon. Ça veut dire que... Et d'ailleurs, c'est intéressant, parce que dans un thème astrologique, par exemple, tu as un carré entre Saturne et Mars, entre autres, ça peut représenter le sadisme. Donc, que tu peux trouver chez un assassin, du
l'éventreur là à Londres, je ne sais plus son nom, Jack l'éventreur. Mais le même aspect, tu peux le retrouver chez un boucher, parce qu'il faut pouvoir couper la viande, et puis tu peux le retrouver chez un chirurgien, et là, c'est un aspect sublimé, le sadisme sublimé devient le bistouri qui permet de couper. Alors que quelqu'un qui est moins moral, qui est immoral, ben, ça va être qui va prendre plaisir à faire souffrir l'autre. Donc le même aspect, tout dépend, encore une fois, de la conscience et donc du libre arbitre. Peut-être qu'il y a des gens qui s'incarnent et qui sont mis trop de pression, enfin des défis trop hauts et qui n'ont pas été sur le moment capables de les relever, et c'est pour ça que ça dévie. Moi, je ne crois pas du tout qu'on soit prédestiné à devenir un assassin, un voleur, etc. Mais je ne sais pas comment ils le vivent justement en Inde, par exemple, où eux, ils croient en la réincarnation. Est-ce qu'il y a une justice finalement? Parce que pour eux, c'est peut-être même pas un problème, quoi. Si tu crois que tu as un karma d'assassin ou que tu répareras dans une prochaine vie, à ce moment-là, est-ce qu'ils ont un jugement par rapport à ça? Est-ce qu'il y a une justice aussi par rapport à ça? Est-ce qu'il y a une notion du bon, du mauvais? Tu vois? Alors, à part la justice des hommes, parce qu'évidemment, il y a quand même des tribunaux en Inde, mais au-delà de ça, non. Tu repars de l'autre côté, et puis en fonction de ce que tu as fait, tu te réincarnes pour vivre ce que tu as à vivre, purger éventuellement ce que tu as à purger, mais toujours en ayant la possibilité, il y a quand même une notion de libre arbitre, il y a la fatalité de devoir revenir, mais tu peux empirer la situation ou l'améliorer. Bon, surtout, leur vision, c'est que c'est des milliers de vies, donc desquelles tu ne ressors jamais. Presque. C'est ce qu'ils appellent le samsara. Oui, on a quand même une notion de salut, ça vient en bonne partie de tout ce qui est judéo-chrétien, qui n'est pas présent en Inde. C'est une autre façon de voir les choses. Oui, oui, oui. Mais il y a aussi cette notion de sortir du samsara dans le bouddhisme notamment. Après, il y a tellement de religions à l'intérieur de l'hindouisme que je ne sais pas. Je ne connais pas assez bien. Ok. Et j'avais mis dans les questions de la description plusieurs questions. Est-ce que vous avez des questions par rapport à votre utilisation, votre vision du libre arbitre par rapport à des choses très concrètes de la vie de tous les jours, quoi. Le choix de son métier pour ceux qui veulent changer de profession, ou dans le domaine du couple, par exemple. Est-ce qu'on a vraiment le choix par rapport à ça? Comment tu vois ça? Les rencontres, elles sont écrites aussi. Oui, mais encore une fois, suivant la réponse, ça peut être d'autres rencontres, d'autres personnes, d'autres événements. Et je pense que dans les temps qui viennent, puisque pour une bonne partie de l'humanité, les gens sont vraiment en train de s'éveiller et suivre leur cœur, on va se rendre compte de plus en plus qu'on crée notre réalité et qu'on crée ce qu'on souhaite. Donc, ça va venir de l'intérieur de nous. C'est pas choisir un métier sur catalogue à l'extérieur ou un partenaire sur catalogue. C'est vraiment ce qu'on émane de nous. Et pour moi, le thème astral, donc, il est le reflet de notre corps astral. C'est le même mot, hein, thème astral, corps astral. Et c'est une vibration. Je peux même ajouter que le thème astral, en fait, il est imprimé dans notre colonne vertébrale et dans chacune de nos cellules. Ça va jusque dans le corps physique. J'ai vu ta vidéo, ouais. Tu as fait une vidéo là-dessus que je vous invite à aller voir. On mettra le lien sous la vidéo. Merci. Et donc, en fait, c'est une vibration. Enfin, c'est des vibrations, mais on va dire qu'il y a une vibration principale. Et on va attirer en fonction de ce thème astral et de notre état de conscience. C'est ce qu'on appelle la loi d'attraction. On attire ce qu'on vibre. Si ce qu'on attire ne nous plaît pas, ben, il faut changer notre vibration. Donc, c'est vraiment un travail qui commence de l'intérieur. Et bon, il y a beaucoup de mythologie sur la loi d'attraction, mais en fait, on en fait tous les jours. De toute façon, on ne peut pas faire autrement que d'émettre ce qu'on est et donc d'attirer en contrepartie l'extérieur. L'astrologie est intéressante parce qu'elle nous permet, en actualisant le thème, de comprendre comment on peut se saisir consciemment de la loi d'attraction, ce qui veut dire comment on peut changer sa vibration. Quels sont les défis du moment, parce qu'ils n'ont pas tous en même temps, heureusement, et petit à petit de s'individualiser
On voit aussi dans le thème commun, hein, quels sont les outils, l'ascendant et le soleil sont importants. Mais plus on s'individualise et plus finalement on arrive à être au centre du thème, qui devient vraiment un mandala. Il y a le point conscience au centre du thème et on n'est plus en train de, voilà, comme une balle de flipper, se sentir, suivant les aspects, être envoyé d'un côté à l'autre. Donc, quel que soit le thème natal, ça veut dire qu'on peut soi-même le transformer complètement. Ouais. Ça, on a ce libre arbitre. Ouais. Ah ouais, le transcender et sortir du samsara, de son propre thème. C'est ça. Cette vision-là. Et quand tu dis que suivre son cœur, il y a de plus en plus de gens qui suivent leur cœur, mais tant qu'on n'est pas totalement individualisé, est-ce que on peut vraiment suivre son cœur? Parce qu'il y a encore plein d'illusions. On pense que c'est notre cœur, on pense que c'est l'amour, et puis on est en train d'apprendre quelque chose parce que c'est que dans l'expérience où tu peux voir que finalement tu as cru que c'était ton cœur, mais c'était pas ton cœur, c'était un intérêt, c'était tu as suivi encore la pensée de quelqu'un d'autre, ou tu as voulu être aimé en faisant ça et du coup tu t'es pas respecté toi-même. Enfin, tu vois, est-ce qu'on peut se fier à son cœur tant qu'on n'est pas totalement individualisé? Déjà, est-ce qu'on n'est jamais vraiment complètement individualisé à moins d'être éveillé, illuminé? Ça, voilà. Si, mais c'est une association cœur-pensée. Encore une fois, la pensée, c'est pas le mental. C'est-à-dire cette capacité d'être honnête avec soi-même et de regarder les choses telles qu'elles sont, d'essayer de se voir au maximum tel qu'on est. Et ça, c'est indispensable si tu veux t'individualiser. Et puis, il y a des fois, tout d'un coup, on va se rendre compte qu'on est passé à côté de quelque chose, 2 jours plus tard, 2 ans plus tard, 10 ans plus tard. C'est pas grave. Il faut plutôt se dire, youpi, je m'en suis rendu compte. Et d'avoir confiance que la vie nous guide et qu'à l'intérieur de nous, notre partie spirituelle nous guide aussi. Bien sûr qu'on va tout le temps se heurter à des écueils, mais finalement, ça fait partie du jeu aussi. Et puis ça nous apprend à nous aimer, parce que justement, quand on s'est planté ou qu'on a fait un choix dont on a souffert, comme tu disais tout à l'heure, on est obligé d'accepter ce qu'on a fait, ce qu'on a engendré, et d'aimer le fait de s'être trompé, d'aimer ses parts d'ombre, de reconnaître qu'on a plus agi par intérêt que par amour ou dans la fidélité vraiment à soi, ou qu'on n'en voyait pas tous les aspects. Donc du coup, on a créé ça pour le découvrir, et ça amène à chaque erreur de parcours, ou nous amène à nous accepter et à nous aimer davantage, donc à rencontrer encore plus ce qu'on est vraiment, donc à s'individualiser encore plus. Mais je pense que ce qui aide aussi par rapport à ça, c'est ce que j'appelle la transcendance. C'est-à-dire, c'est pas... Parce que, surtout quand on est au début de l'individualisation, on confond le jeu avec un peu l'ego, la personnalité, c'est normal, hein, ça. Plus on avance, plus on commence à distinguer. La transcendance, c'est savoir qu'il y a je suis, soit Dieu, la source, on appelle... C'est des niveaux différents, mais ça, c'est égal. Et que c'est cette partie-là qui nous aide à aller dans l'éveil, et que de lui faire confiance, c'est comme si on se tourne vers elle et en réponse, il y a quelque chose qui peut descendre en nous. Parce qu'on ne peut pas s'individualiser tout seul, finalement. C'est ça le paradoxe. Il faut qu'il y ait ce lien-là, donc il faut avoir ce sentiment de transcendance. À l'heure actuelle, on estime que, dans les sciences dites dures, on estime que le libre arbitre n'existe pas. Ouais, il n'existe pas si on est complètement... dans la vie socio-culturelle et qu'on ne s'est pas individualisé. On est prévisible la plupart du temps. Par contre, totalement conditionné, oui. Voilà, ce que les gens ont envie de voir, c'est que tout d'un coup, il y a des gens qui ont des actes qui vont contre leur intérêt, et on sort de ce côté non libre arbitre. Mettre sa vie en danger pour sauver quelqu'un d'autre, par exemple, ou être capable d'aimer quelqu'un qui nous fait du mal. Pour ce concept, pas de libre arbitre, ce concept matérialiste, ça ne s'explique pas. Ça peut s'expliquer que justement parce qu'il y a cette transcendance et cette capacité de répondre autrement que par habitude,
parce que, ben, œil pour œil, dent pour dent, ou etc. Mais on peut aussi tout aussi bien être formaté par rapport à, oui, quoi qu'il arrive, je pardonne à tout le monde, mais c'est aussi une croyance. Donc, oui, c'est inconditionnel. Croyance, en fait. Mm, mm. Puis plus on avance, plus on se rend compte qu'on a des croyances. C'est pas qu'on en a de moins en moins, on en a de plus en plus, en fait. Enfin, Oui. on se rend compte qu'on en a vraiment énormément. Oui. Donc c'est pour ça qu'il faut se détendre puis se dire, ok, là, je profite du voyage. Mm, mm. Le plus important, c'est pas le but, c'est le voyage. Mm, mm. Ouais. Bah, maintenant, ça nous ramène encore à maintenant. Tout nous ramène à maintenant. Voilà. Et ça, dans la période actuelle, je trouve que c'est extrêmement puissant. Et moi, je vois dans les gens, en tout cas, qui suivent les vidéos que je propose, que beaucoup ont comme franchi un palier par rapport à ça. Avant, la présence, je sais pas, c'était pas, les gens ne témoignaient pas de cette façon-là, mais maintenant, on est tous ramenés du fait aussi de l'accélération du temps, ramenés à ici et maintenant, quoi, à vivre ce présent totalement, à être complètement à l'intérieur de soi. En lien avec ce qui est important par rapport au transit actuel, bon, on a Uranus qui, pendant 7 ans, transite le taureau, il est encore pour jusqu'en 2025, je crois, sauf erreur. Je n'ai pas vérifié. Et en ce moment, il y a le soleil qui est conjoint, le soleil qui représente la conscience de soi, mais là, avec Uranus, c'est la conscience du corps physique. Ouais. Quand on a de la peine à revenir dans le présent, c'est qu'on n'est pas assez dans notre corps physique. Le simple fait tout d'un coup de prendre conscience de tiens, je suis assise où, dans quelle position, je touche quelque chose, ça nous ramène dans le présent. Et ça, c'est une aide précieuse. Et j'ai l'impression que instinctivement, de plus en plus de personnes le font. Ou aussi le lien avec la nature nous ramène dans le présent. Ouais. Et donc, elle nous aide à nous individualiser, puisque quand on est dans le présent, on est présent, donc plus conscient. Ouais. Ouais. Oui, c'est ça. C'est comme exemple, ce que je peux donner, c'est qu'avant, il fallait proposer certaines pratiques, disciplines, et j'ai l'impression que de plus en plus de gens les connaissent. Ou alors, on a le même public où c'est toujours les mêmes personnes qui regardent les mêmes vidéos, mais il y a une connaissance, si tu veux, qui a été vraiment qui s'intègre. Et je trouve que les gens avec qui j'interagis dans les chats ou qui m'envoient des commentaires, beaucoup sont vraiment très, très avancés, très sages, ont fait une grande part du chemin, se connaissent aussi toutes ces disciplines, mais pas seulement dans la connaissance, dans la pratique, dans l'intégration. Oui. Depuis 2020, j'ai l'impression qu'il y a eu un bond évolutif pour les gens qui se sont remis en question, quand même énormément. Hein. Et du coup, on apprend une chose, c'est que la vie est une initiatrice. Et donc, si on est à l'écoute de la vie, et c'est ce que nous proposent les temps qu'on vit actuellement, on accepte les expériences que nous amène la vie, et ben, le processus d'individualisation, si on est attentif, se fait automatiquement. Tout seul, ouais. C'est ça qui me semble super important, c'est de savoir que on n'a rien à faire parce que les choses, elles sont proposées par la vie elle-même, quoi. Donc on peut vraiment lâcher prise, se détendre, faire confiance. On parlait de foi la dernière fois. Voilà. On y revient. Et c'est ça, ça ne veut pas dire de se laisser aller mais de se laisser porter en conscience, en tout cas, quelque chose de cet ordre-là. L'image que j'ai, c'est vraiment une rivière. La rivière, elle se laisse couler parce qu'elle sait qu'elle va aller dans le fleuve, qu'il va aller dans la mer. Elle ne se pose pas la question, est-ce que je vais arriver dans le fleuve et dans la mer? Non, ça se fait naturellement. Quelque part, on nous invite à avoir le même état d'esprit. Alors oui, il peut y avoir des ressacs, il y a des moments où la rivière, elle doit faire des méandres, des détours, il y a des obstacles, mais elle finit toujours de toute façon par arriver là où elle doit arriver. Quand on se rend compte de ça, on peut prendre les choses avec plus de philosophie et profiter du voyage. Oui, c'est ça. Beaucoup plus profiter, observer, goûter, se délecter de tout ce qui se présente, même si, comme tu dis, des fois, il y a des virages un peu secs et des obstacles. On peut même ça peut faire sourire, quoi. Sur le coup, ça peut faire mal, mais ça ne dure pas. C'est un instant et l'instant d'après, on en rigole.
Oui, tu peux voir comme les attractions, tu sais, le grand 8, les choses comme ça. Enfin bon, je n'ai pas du tout envie d'y aller, mais à l'époque, quand j'étais plus jeune, j'aimais bien ce genre de truc. Puis tu hurles quand ça descend, ou tu es soulagé quand ça remonte. Enfin, et la vie, c'est ça. Si on arrive à la prendre comme un parc d'attractions, ben les choses vont déjà. C'est déjà beaucoup plus facile, quoi, en fait. Ouais. Les choses se font d'elles-mêmes. Ouais. C'est marrant, cette image. Eh bien, je trouve que ceux qui nous suivent sont bien calmes et bien tranquilles ce soir. Parce qu'ils sont dans leur libre arbitre, c'est pour cela. Ils ont le choix de non, je n'ai pas envie de poser de questions, juste de mon libre arbitre. C'est très bien. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose par rapport à ça, à ce thème? Écoute, alors, bon, il y a toujours cette histoire, on parlait d'individualisation, de sortir donc de ces croyances familiales, et c'est pas rejeté encore une fois, c'est vraiment. D'ailleurs, plus on se débarrasse des croyances, plus on peut aimer les autres pour ce qu'ils sont. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça demande de voir nos propres parents comme des personnes à part entière, non plus comme papa, maman. Si j'avais rencontré cette personne dans d'autres circonstances, c'est pas mon père ou ma mère, qu'est-ce que j'apprécie chez elle, qu'est-ce que j'apprécie pas, etc. Mais d'arriver à l'aimer pour elle-même. Ça, c'est une étape qui nous montre qu'on s'est individualisé. Et puis, la même chose pour des collègues de travail, etc. Mais le travail le plus important, c'est vraiment par rapport aux parents. Et il y a un truc qui est important aussi, c'est que on est des êtres multidimensionnels. C'est-à-dire qu'il y a la vie qu'on est en train de mener ici, mais en même temps, il y a d'autres vies qu'on mène. Alors, on peut en avoir des aperçus quand on dort, avec les rêves qu'on fait, dont on se souvient le matin, mais à chaque instant, on vit sur d'autres dimensions aussi. Et ça peut être une source d'inspiration, d'avoir cette confiance qu'on peut être inspiré par rapport à cet être multidimensionnel qu'on a, et que quand on cherche les réponses à certaines questions, de poser la question et de lâcher par rapport à cette question, la réponse peut venir. Notre soi, il est un peu partout, en fait. Oui, tu disais, il y a de la conscience partout, et on peut même s'adresser aux planètes, à tout, quoi, parce que tout est vie, tout est manifestation de la conscience, et il y a aussi du non manifesté au sens non visible, mais qui est pourtant là, et avec qui on peut communiquer en conscience, même si on ne voit pas avec nos yeux, pour faire l'expérience par soi-même de comment viennent les réponses, qu'est-ce que ça modifie, qu'est-ce qui se transforme. Oui, puis même avec les réponses, de faire preuve de discernement, parce que c'est comme toujours, tu as des réponses qui sont vraiment celles dont tu as besoin, puis la réponse, ça peut être une émotion, un désir, une chose comme ça, voilà, mais tout en restant cool, décontracté, j'ai envie de dire, hein, ce côté de fluidité, d'avoir cette confiance qu'on va vers ce qu'on a décidé de manifester, dans la confiance. Que même s'il y a des choses qui ne marchent pas ou qu'on n'a pas eu le comportement adéquat, c'est pas grave. Moi, j'aime bien cette idée que de se dire que à chaque instant, tu peux t'éveiller. Ah, c'est pas maintenant. Voilà, la seconde d'après, ah, c'est pas maintenant. Celle d'après, ah. Et qu'il n'y a rien, on n'a pas à traîner derrière nous. Souvent, c'est comme ça qu'on fonctionne. On se dit, ouais, alors avec tout ce que j'ai fait, il va falloir que je nettoie tout ça pour. Non, c'est un truc, ça peut venir en une fraction de seconde. Et quand je parle de fluidité, c'est justement de se libérer sans cesse de notre passé, de nos jugements, de porter des trucs qui n'ont pas de sens, puisqu'à chaque instant, c'est différent. Chaque instant, on n'est plus la même personne, on est quelqu'un de nouveau. On peut avoir aussi des aperçus d'éveil, comme tu dis, moi j'appelle ça de voyager à l'intérieur de notre dimension, d'ailleurs sans être conscient de ce qui se passe, et puis le fait de le perdre ou de revenir dans la matière, dans son corps, à cette conscience-là, cette vision-là, on n'a parfois pas le temps de se rendre compte qu'on vient de vivre un éveil, quoi.
On peut appeler ça presque aussi une prise de conscience parfois. Ça se fait de cette façon-là. Mais oui, comme tu dis, il n'y a pas besoin d'attendre quelque chose de radicalement différent ou qui nous fasse vivre quelque chose d'exceptionnel et d'irréversible. Je ne sais pas si ça existe. Enfin, moi, je ne l'ai pas vécu et ceux qui en témoignent, tant mieux pour eux. Oui. En même temps, tu vois, comme le temps n'existe pas, quelque part, on est déjà réalisé aussi. C'est là où le mental... D'une autre perspective, oui. Il n'y a pas non plus, ils le disent, il n'y a pas besoin de chercher quoi que ce soit ou de chercher la réalisation, elle est déjà là. Ouais. On n'a jamais été autrement que réalisé. C'est ça. Et puis, on joue une pièce de théâtre. Tout ce qu'on nous demande, c'est de jouer notre rôle, plutôt que de râler contre le décor, l'éclairagiste, l'accessoiriste, parce que mon épée est trop petite, je ne suis pas assez grande, etc. Il faut laisser ça tomber, puis, maintenant, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de manifester? Et puis jouer notre rôle d'acteur au lieu de se bagarrer avec le décor. Le décor et les protagonistes. Et alors, à propos de protagonistes, tu disais dans le processus d'individuation la relation à nos parents. En fait, là aussi, il y a des cultures où la relation est très, très forte, très intense entre parents et enfants. C'est-à-dire que tu n'es jamais encouragé à t'individualiser et à chercher à devenir qui tu es. Parce que dans la croyance de l'amour entre parents et enfants, c'est je t'aime, je te ressemble parce que je t'aime, je veux te ressembler et je ne veux pas te quitter. Je connais des gens qui n'ont jamais voulu déménager, sortir de la ville où habitent leurs parents, parce qu'ils croient que de cette façon-là, ils les aiment, par exemple. Donc, qu'est-ce que tu dirais à des gens dans certaines cultures où le lien parent-enfant reste très fort, y compris à l'âge adulte? Tu sais, ces familles où les gens s'appellent 10 fois par jour avec parents-enfants. Moi, je n'ai pas l'impression que c'est une question de culture, parce que même ici, on ne t'encourage pas plus à t'individualiser, même si l'individualisme est mis en avant. On attend toujours des gens qu'ils s'occupent de leurs parents, etc., qui les respectent, ce qui me semble normal d'ailleurs. Donc, je n'ai pas l'impression qu'il y a une culture plus qu'une autre qui encouragerait ou qui empêcherait de s'individualiser. C'est un choix personnel, c'est juste à un moment donné, tout d'un coup, tu te dis, mais attends, mais tout ça, est-ce que je vais faire quoi avec tout ce qu'on m'a dit? Est-ce que je vais suivre ou pas? Et peu importe la culture. Il y a des gens individualisés au Zimbabwe, au Japon, ici. Oui, c'est sûr. Mais de mon point de vue, je ne sais pas, je me trompe peut-être, mais il y a des cultures qui ne le favorisent pas du tout, quoi. Moi, je pense qu'aucune culture ne le favorise. Je pense que c'est plus par rapport aux traditions. Ouais. Il y a des cultures plus traditionnelles que d'autres. Nous, les traditions, on les a un petit peu oubliées. Mais en même temps, les traditions sont bonnes parce qu'elles sont structurantes. Ici, en Occident, à force que les traditions aient été secouées dans tous les sens, les gens manquent de structure. Donc, ça nous oblige à nous individualiser pour trouver la structure à l'intérieur. Les autres sociétés plus traditionnelles, tu trouves plus facilement la structure, ce qui peut-être peut moins t'inciter à t'individualiser. Ça, c'est possible. Mais il y a du bon dans ce côté culture traditionnelle qui donne des structures. Bien sûr. Mais c'est bien le problème de ce que l'on vit en ce moment, parce qu'on est en train de s'individualiser au niveau collectif. Et beaucoup d'anciens disent tout fout le camp, c'était mieux avant, nous on savait, on avait des repères, des valeurs, etc. Et c'est comme si on vivait ce à quoi on assiste là au niveau collectif, c'est-à-dire de perdre tout repère pour pouvoir choisir ceux qui nous conviennent vraiment, ceux qui nous correspondent. Et forcément, c'est déstabilisant et forcément, c'est impressionnant. Et c'est pour les gens qui ont vécu sans pouvoir faire cette expérience-là, c'est choquant, c'est perturbant et on a l'impression que tout décline. Alors qu'en fait, c'est quelque chose de... Ce qui se joue, c'est beaucoup plus large. C'est qu'on est en train de tout redéfinir, mais d'une manière plus juste, si possible. Donc, ça peut sembler chaotique, mais en fait, c'est un travail de nettoyage et
d'individualisation. Oui, puis si on n'oublie pas qu'on choisit notre vie et qu'on connaît à peu près les circonstances dans lesquelles on va s'incarner, on le savait avant qu'il n'y aurait pas les structures. Donc on s'est dit, ok, c'est le bon moyen pour moi pour m'individualiser. Après, ça se passe plus ou moins bien, ok. Parce que la théorie, hein, tu prépares ton voyage à l'avance, tu as le guide du routard, tu prévois tes étapes, puis quand tu arrives sur place, bah, il y a des hôtels qui n'existent plus, la monnaie a changé, etc. C'est toute la différence. Mais en même temps, bah, soit tu t'assieds sur le bord du trottoir pour pleurer, soit tu te dis, bon, ok, challenge, nouveau défi, et puis on y va, quoi. Ouais. Donc, on savait déjà quelles étaient à peu près, en gros, les conditions qu'on allait trouver, qu'on estimait que c'était les meilleures pour pouvoir s'individualiser. Ouais. Bah, c'est sûr que ça déménage parce qu'on vit, ce qu'on vit maintenant en une vie, ça correspond à 10 vies ou plus il y a seulement 25 ans, quoi, dans le siècle dernier. Ouais. Oui, bon, puis en plus, le temps s'accélère. Donc, c'est intéressant cette accélération du temps parce que ça nous oblige à choisir nos priorités. C'est-à-dire, avant, tu pouvais glander, on va dire ça comme ça. Maintenant, quand tu perds ton temps, tu le perds vraiment. Tu ne peux pas le rattraper, tu n'as pas suffisamment de temps dans une journée pour y arriver. Excuse-moi, mais j'ai mon écran qui s'éteint de temps en temps. Ça peut embêter. Mais moi aussi, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, comme s'il allait se mettre en veille. Oui, c'est assez étonnant et en même temps, bah, ça aussi, ça nous ramène au présent et dans mon expérience, je suis obligée de faire plus de choix par rapport à qu'est-ce que je veux faire et de trier. Ah bah non, ça finalement, j'abandonne, je laisse tomber parce que c'est trop chronophage ou ça m'apporte pas de satisfaction ou de possibilité justement de rester centré. Ça m'éparpille trop, ça me disperse trop, donc j'élimine tout ça. Oui, c'est vraiment définir ses priorités. Qu'est-ce qui est vraiment le plus important dans l'instant présent. Parce que des fois, tu peux planifier tes journées à venir et puis tu te rends compte que ça ne va pas du tout, tu es obligé de refaire complètement, puis sur le moment. Donc, quelque part, j'ai l'impression qu'on est un petit peu, on nous demande de travailler son filet. Tu avais prévu ça, ben, on te donne autre chose. Vas-y, fais preuve d'imagination et étonne-nous, quoi, quelque part. Le sentiment que j'ai en ce moment, c'est un petit peu ça aussi. C'est que les choses ne se passent pas tout à fait, même pas du tout comme on avait prévu. Et puis, c'est une opportunité de faire preuve de créativité. Ouais. Et toi, tu te sens, quand tu dis « vas-y, étonne-nous », je t'entends souvent donner des exemples comme ça où je te sens très en lien avec des guides ou je ne sais pas comment tu veux les nommer, des entités. Comment tu vis ça, toi? Ou est-ce que quand tu parles de nous, c'est « je suis » ou tu as ta famille tout autour, enfin je veux dire famille au sens famille spirituelle. De toute façon, on n'est jamais seul, hein, même quand on aimerait bien. Je parle de ceux qui sont de l'autre côté. Non, je rigole. Hein. Mais c'est vrai, on n'est jamais seul, quoi, en fait. Quand on se sent seul, c'est qu'on a fermé soi-même parce qu'on est dépressif, pas bien, les écoutilles, parce qu'en fait, on est toujours entouré, quoi. Mais je ne suis pas sûre d'avoir très bien compris la question. Est-ce que tu identifies clairement tes guides et ou les gens, je ne sais pas, que tu pries, à qui tu fais appel, à qui tu demandes un éclairage, un changement de perspective, ou est-ce que tu te relis à toi-même au sens de toi qui tu es vraiment, quoi? Il y a le lien avec mon ta propre. Il y a le lien avec mon je suis, mais il y a le lien avec d'autres entités. Il y en a des qui sont tout le temps là, et puis il y en a d'autres, suivant la période de vie, c'est des entités différentes. Et je me suis rendu compte, là récemment, il y a une entité qui est venue depuis, enfin une entité, un être spirituel, je n'aime pas le terme entité, depuis à peu près une année, et qui est très en phase avec les projets que j'ai actuellement. Donc, suivant dans quelle période de vie on est, il y a d'autres entités qui viennent pour nous donner un coup de pouce, inspiration, etc. Et ça aussi, elles viennent d'elles-mêmes, en fait, en fonction des choix que tu fais, des directions que tu prends. Alors, il y a ceux à qui tu peux t'adresser, puis elles viennent ou pas, parce qu'elles sont libres. Et puis, il y en a des qui se présentent. Justement, celle-ci, j'étais étonnée. Ah bon, ok, on n'avait pas été présenté avant ça.
Et au début, j'étais un peu surprise. Et plus le temps passe, plus je commence à comprendre pourquoi cet être-là s'est présenté et comment il peut m'aider aussi. Donc, c'est enrichissant. Puis, c'est comme dans la vie de tous les jours. Si tu vas dans une grande ville, tu as des centaines, des milliers, des millions de personnes que tu peux rencontrer. De l'autre côté, c'est il y en a aussi énormément. Ouais. Et comment tu reconnais, justement, quand tu dis cet être, tu sens la vibration, tu penses à quelque chose qui t'évoque un nom, ou tu communiques de quelle façon? Ça dépend. Si c'est le Christ, je sais tout de suite que c'est lui. Il peut y avoir d'autres êtres spirituels qui ont été incarnés ou pas. Bon, ceux qui ont été incarnés, en général, je sais de qui il s'agit. Mais parfois, il y a des êtres, je ne sais pas qui c'est. Par contre, je ressens leur énergie. Je sais qu'il y en a certains qui viennent pour la guérison. D'autres, ils viennent peut-être plus en lien avec l'astrologie, l'inspiration, ou des travaux que je veux faire dans la maison, etc. Parce qu'en fait, on peut tout leur demander, même pour des trucs très concrets. Oui. Donc, tout dépend. Il y a certains êtres, là, en ce moment, je découvre d'autres manières de faire de la guérison. Je ne sais pas qui c'est, mais par contre, ça marche. Enfin, je veux dire, c'est puissant comme énergie. Je perçois des couleurs, mais je ne vois pas de visage, et je perçois cette énergie. Oui. Donc, de par la qualité de l'énergie, la fréquence, tu sais dans quel domaine ça vient te soutenir ou te montrer, t'enseigner, t'accompagner. Ouais. Peut-être que parfois, c'est mieux de ne pas savoir, d'avoir une identité, parce qu'après, on s'accroche à l'idée de, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, quelqu'un qui aimerait absolument voir l'archange Raphaël. Ce n'est pas mon cas, je veux dire. Peut-être que, oui, l'archange Raphaël, puis comme une croyance de nouveau, l'archange Raphaël, il fait ça, mais pas ça, mais pas ça, tu te bloques toi-même. Alors que si une entité se présente et que tu as juste une intention d'aider, de laisser passer à travers toi des énergies de guérison, et que tu ne sais pas qui c'est, tout ce côté croyance, il n'est pas présent, justement. Ça te laisse plus de liberté. Oui, ça pollue pas. Et puis après, tu te rends compte que même quand tu connais une identité, ou qui a un rapport avec quelqu'un que tu as pu connaître ou qui est connu, ça amène rien de plus, en fait. C'est pas ça qui importe. Mais pour moi, c'est pareil. Je sais pas toujours dire qui est-ce que je ressens, qui est-ce qui est à côté de moi, qui est-ce qui me soutient. Et c'est plus souvent le cas que je ne sais pas, en fait, que j'identifie clairement, où je suis à peu près sûre de moi. Alors, de toute façon, je ne peux pas le prouver, ni ça apporte rien de plus, comme je disais. Ou alors des défunts, des gens de ta famille, ça, c'est peut-être parce que là, tu les connais quand tu te présentes, mais tu les as connus ici aussi, donc c'est plus facile de les identifier. Ok, bonsoir Geneviève aussi, qui nous a rejoint dans le chat, et puis Laurence. Ouais. Bonsoir à vous. Écoute, moi je crois que j'ai fait à peu près le tour de ce à quoi j'avais pensé pour aujourd'hui. Si vous n'avez pas de questions, je ne sais pas si toi tu veux ajouter autre chose. Non, juste ce qui me fait penser, c'est comme je fais le thème pour ce soir, là, on a ce qu'on appelle dedans une configuration bateau, je parlais de fluidité. Donc, menons notre barque, faisons confiance au courant, en fait, pour aller là où on a l'intention d'aller. Je veux dire, le plus important, c'est d'être au gouvernail, mais dans la fluidité encore. Cette notion de bateau, on est parti pour un voyage. Il y a le côté eau, parce qu'on a vu au début qu'il y avait tout le fait de plonger en soi, puis qu'il y ait des émotions qui ressortent aussi. Il y a tout un nettoyage qui se fait. Mais si on le prend comme un voyage en bateau, les choses vont se passer assez facilement. On navigue et on se laisse découvrir la rivière. Et on apprend à devenir nos propres guides, justement grâce au discernement et à l'instant présent. Ok, écoute, ça me plaît bien comme conclusion, l'instant présent.
Ben, merci à tous. Et puis pour ceux qui vont regarder en replay, vous pouvez aussi laisser des commentaires. Est-ce que, alors je vous invite, je mettrai sous la vidéo le lien vers ta vidéo d'introduction sur notre squelette. Tout ce Ah, les succès de la colonne vertébrale, oui. Merci. Ouais, c'est passionnant. Et puis aussi, je voulais dire que je plonge régulièrement et de manière au hasard, j'ouvre les pages, voilà, on va voir, dans ton livre, parce que beaucoup ont demandé où est-ce qu'on pouvait retrouver les textes qui correspondent aux vidéos que tu parles sur ta chaîne. Et j'adore ouvrir ce livre au hasard. Et je trouve que c'est différent de le lire. De le lire, je l'intègre pas de la même façon et ça fait du bien. C'est extrêmement apaisant et c'est toujours juste par rapport à ce que je vis. Donc, c'est vraiment précieux. Un peu comme un oracle, quoi. Et je trouve que tu as eu une très bonne idée de le publier. Donc, voilà, je sais pas, on le trouve sur ton site. Hein. On le trouve sur mon site, sinon, j'ai mis le lien pour aller le commander chez l'éditeur, c'est The Book Edition, sur la première page de mon site. Parce qu'on me demande souvent. Et oui. Et celui-là, donc, il s'appelle, parce que c'est écrit en tout petit, Il sera une fois. Et c'est Inspiration pour une transition. Donc, c'est un recueil des textes que tu partages dans tes vidéos. Et pour l'instant, il n'y en a qu'un, mais il y en a un autre à venir. Il y en a un autre en préparation, puisqu'il y a d'autres textes inspirés avec les vidéos que je fais. Donc, il y en aura un autre qui sortira dans quelques temps. Ok, ben, tu nous diras ça. Merci Afifa. Ben, je vous souhaite une excellente soirée. Et puis, on n'a pas encore parlé d'un autre thème pour la prochaine fois, mais si vous avez des demandes particulières, vous pouvez encore les partager dans les commentaires. Ils sont les bienvenus. Bonsoir. Que chacun puisse exprimer. Parce que nous, on peut avoir des idées, mais il y a des choses auxquelles on ne va pas penser. Donc, si chacun aimerait qu'on aborde un sujet, ça pourrait être une chose intéressante. Ou même approfondir encore sur le libre arbitre, parce qu'il y a tellement à dire. On ne peut pas tout dire en une fois. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de prendre vos propres questions par rapport à cette thématique-là, par rapport à vos expériences. Là où ça bloque, là où ça bug, là où ça pose problème. Donc, on peut aussi revenir sur le libre arbitre la prochaine fois. Ok. Eh bien, bonsoir à tous et merci de votre participation à ceux qui étaient là en direct. Et merci Claire pour la richesse de ce que tu nous as partagé encore ce soir. Merci beaucoup. Merci de nous donner l'opportunité de faire ces vidéos. C'est toujours un plaisir. Ouais. Et merci aux personnes qui sont là ou celles qui vont voir ensuite en replay. Merci à vous. Bonne soirée, à très bientôt. Bonne soirée. Bye bye.